Alors, d'abord, un petit mot sur Sparing Vision. Donc, c'est une start-up de biotechnologie qui a été fondée en 2016, mais qui a été principalement virtuelle jusqu'en 2019-2020. Donc, ça fait 3-4 ans qu'on est en activité maintenant. C'est une spin-off de l'Institut de la Vision à Paris, et elle a été fondée notamment par les professeurs José Sahel et Thierry Léveillard. Nous sommes basés en France, à Paris, mais aussi aux États-Unis, à Philadelphie. Et nous sommes spécialisés en médecine génomique pour les maladies héréditaires de la rétine. Et nous développons notamment des thérapies géniques qui sont indépendantes du variant génétique en cause dans la maladie. Nous avons aussi un autre programme de développement thérapeutique qui, lui, vise à essayer de corriger le génome, c'est-à-dire les gènes du patient. Ça s'appelle du genome editing en anglais, et on utilisera dans le futur certainement la technologie CRISPR, si vous en avez déjà entendu parler. Je vais aussi commencer par un petit récapitulatif sur le processus de vision qui se forme dans l'œil. Donc, la lumière rentre par la pupille, elle traverse la cavité de l'œil et elle vient stimuler les cellules de la rétine. La rétine, c'est un tissu qui est composé de différentes couches cellulaires, et les cellules qui sont sensibles à la lumière se situent à l'arrière de la rétine. Donc, une fois que la lumière a traversé les couches de la rétine pour aller stimuler les photorécepteurs, ces cellules sensibles à la lumière, ces cellules sont capables d'envoyer un signal aux autres couches cellulaires de la rétine qui l'intègrent. J'espère que ça va fonctionner. Il intègre. Ce signal est ensuite transmis au nerf optique qui, lui, donc, le transmet au cerveau, et c'est à l'arrière de la tête que le signal visuel est intégré et que la vision, donc, est formée. Il existe deux types de cellules photosensibles, donc de photorécepteurs. Il y a les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets sont plus nombreux que les cônes. Ils sont responsables de la vision dite nocturne ou à basse lumière. Donc, ils sont sensibles à très très peu de lumière. Ils sont principalement localisés en périphérie de la rétine, alors que les cônes, eux, sont plus localisés de façon plus centrale. Ils sont responsables de ce qu'on appelle l'acuité visuelle, c'est-à-dire la vision à haute définition, on va dire, ce qui permet de déterminer les détails d'une image. Ils sont, eux, actifs en vision diurne, c'est-à-dire de jour, ou en lumière artificielle. Et ils sont aussi notamment responsables de la vision des couleurs. Alors, on a déjà un petit peu parlé des dystrophies rétiniennes. Moi, je vais vous parler d'un type spécial de dystrophie qui s'appelle les dystrophies rod-cone en anglais, c'est-à-dire les dystrophies qui affectent d'abord les photorécepteurs, les bâtonnets. Ces bâtonnets dégénèrent à cause de la présence d'un variant génétique qui est délétère pour leur fonctionnement. Et donc, étant donné qu'ils dégénèrent, ces bâtonnets, parmi les premiers symptômes de la dystrophie rod-cone, notamment la rétinite pigmentaire, c'est une perte de vision nocturne. Et la dégénérescence des bâtonnets entraîne à la suite celle des cônes. Et donc, dans ce cas-là, on a une perte de vision diurne et un champ visuel qui se rétrécit petit à petit, ce qu'on appelle une vision en tunnel. La progression de cette dégénérescence est relativement lente. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a notamment la rétinite pigmentaire, mais aussi l'amorose congénitale de Leber, qui sont parmi les dystrophies rod-cone. Alors, ce schéma décrit c'est une interprétation toute personnelle de la part de Sparing, mais on a essayé de décrire un petit peu quels étaient les stades de cette maladie. Donc, comme je l'ai dit, au premier stade de la maladie, on a surtout une perte de vision nocturne. Donc, souvent, les patients ne se rendent pas compte qu'ils ont un déficit visuel. Puis ensuite, les bâtonnets ont suffisamment dégénéré pour que les cônes en souffrent à la suite. Et donc, effectivement, on a une
une perte de la vision des couleurs, un champ visuel qui se rétrécit, et à des stades beaucoup plus avancés de la maladie, on a effectivement une perte quasi totale, ou en tout cas un arrêt du fonctionnement des photorécepteurs. Voilà, donc c'est ce qui constitue une cécité totale. Donc, comme Isabelle l'a déjà dit, les causes génétiques des dystrophies Rod-Cone sont extrêmement variées. En tout cas, pour ce qui est de la rétinite pigmentaire, à l'heure actuelle, on a plus de 70 gènes différents qui seraient impliqués dans la maladie. Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de traitement actuellement disponible pour ces dystrophies Rod-Cone. Et alors, je pense que vous connaissez peut-être, mais le seul traitement qui est approuvé de nos jours, c'est Luxturna, qui est une thérapie génique, mais qui est seulement indiquée dans une forme bien spécifique de dystrophie Rod-Cone, qui est causée par un variant dans le gène RPE65. Donc ça a été la première thérapie génique oculaire qui a été approuvée à la fois par la FDA aux États-Unis, mais aussi par l'Agence européenne du médicament. Et malheureusement, elle ne couvre que entre 2 et 5% des patients atteints de rétinite pigmentaire. Donc c'est vraiment pas une solution pour la majorité des patients. Alors, je vais essayer aussi de vous expliquer un petit peu quelle est l'approche thérapeutique de notre thérapie génique phare. Et avant cela, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau des photorécepteurs. Notamment, pourquoi est-ce que les cônes, qui eux ne sont apparemment pas affectés par le variant génétique que le patient porte, pourquoi est-ce qu'eux, ils dégénèrent à la suite de la dégénérescence des bâtonnets, alors que normalement, ils n'en souffrent pas du variant génétique. Alors, dans une rétine saine, les bâtonnets sécrètent un facteur trophique ou neurotrophique qui s'appelle RDCVF. RDCVF, c'est un acronyme pour Rod Derived Cone Variability Factor, qui est le facteur de viabilité des cônes dérivés des bâtonnets. Ce que ça veut dire, c'est que les cônes sécrètent une protéine qui va aller se fixer sur les cônes adjacents, sur les photorécepteurs cônes adjacents, et qui va aller stimuler leur survie. Donc c'est crucial pour la survie des cônes que les bâtonnets existent et qu'ils soient dans le milieu, dans la rétine, avec ces cônes. Or, on s'est aperçu que dans les dystrophies Rod-Cone, les bâtonnets dégénérants à la suite de la présence de ce variant génétique, ils ne survivent pas, eh bien, le facteur neurotrophique RDCVF, lui aussi, est absent, devient absent de la rétine, et donc ça entraîne la dégénérescence lente, progressive mais irréversible des cônes, et donc une perte de vision à la suite de cela. Alors, chez Sparing Vision, nous avons donc des approches thérapeutiques qui sont dites indépendantes du variant génétique en cause dans la maladie. Et donc, ces approches nous permettraient de proposer un traitement aux patients à des à des périodes de la maladie plus étendues que des thérapies géniques dites classiques, où en général, il faut traiter les patients assez tôt après le diagnostic, après le début de la maladie, pour espérer avoir un bénéfice thérapeutique. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, Luxturna, la seule thérapie génique oculaire approuvée à l'heure actuelle, elle ne couvre que 2 à 3 ou 5% en fonction des sources des patients atteints de rétinite pigmentaire. Et les thérapies géniques dites traditionnelles, qui sont actuellement en développement, elles ne pourraient aussi permettre de traiter qu'à peu près un quart des patients. Parce que du coup, elles s'adressent à des patients avec un génotype, avec un variant génétique bien particulier. Donc, effectivement, comme je l'expliquais, une approche thérapeutique qui serait indépendante de la cause génétique de la maladie, elle pourrait, si elle arrive à être approuvée, à être mise sur le marché, s'adresser à une population de patients beaucoup plus large que des thérapies géniques dites traditionnelles. Alors, je vais vous parler effectivement de notre thérapie génique phare, qui, elle, du coup, exprime deux facteurs, le facteur neurotrophique dont je viens de vous parler, le RDCVF, et aussi une autre protéine, RDCVF-L, dont je ne vais pas avoir l'occasion de vous parler trop. Donc, la thérapie génique,
SPVN 06, qui est donc encore une fois notre thérapie génique phare, c'est une thérapie génique indépendante du gène causant la maladie qui comprend 2 gènes humains qui codent, comme je l'ai dit, pour RDCVF et RDCVFL. Et ces gènes humains, ils sont empaquetés dans une enveloppe virale, mais qui n'est pas pathogénique. C'est-à-dire que c'est un virus, il est capable de rentrer dans les cellules pour y injecter le matériel génétique thérapeutique qu'il porte, mais par contre, il n'est incapable de se multiplier dans la cellule. Il n'est pas pathogénique. Il ne pourra pas, la cellule ne produira pas des virions, d'autres virus pour que le virus puisse se multiplier. Donc, effectivement, on a vu que le gène RDCVF, lui, une fois exprimé, aura une action trophique, donc une action d'aide à la survie des cônes. Le gène RDCVF, lui, a une action antioxydante, donc c'est aussi une action qui va aider à la survie des cônes et donc prolonger leur vie dans la rétine. Alors, la voie d'administration de cette thérapie génique, SPVN 06, c'est une injection sous-rétinienne, une injection sous la rétine. Et donc ce schéma montre effectivement que donc le chirurgien va venir injecter le virus sous la rétine en créant une petite bulle sous la rétine dans laquelle il injectera le produit thérapeutique. Et ce produit thérapeutique, au bout de quelques jours, se résorbera et donc sera en contact direct avec les cellules cibles qu'on essaye de soigner dans ce cas-là. Alors, effectivement, la thérapie génique SPVN6, elle a un mécanisme d'action qui est double. On espère pouvoir compenser la perte du facteur neurotrophique RDCVF, puisque les patients, effectivement, ne produisent plus d'RDCVF, donc on vient compenser cette absence du facteur neurotrophique. Et en parallèle, avec RDCVFL, la forme longue du gène RDCVF, on espère aider à combattre le stress cellulaire en augmentant la production d'une enzyme antioxydante. Et donc l'objectif de cette thérapie génique, ce serait de ralentir la perte de vision qui est causée par la dégénérescence des cônes. Donc on ne viendrait pas restaurer la vision, mais on viendrait ralentir cette progression et donc potentiellement faire gagner des années de vision aux patients. Vision résiduelle. Et donc, effectivement, je l'ai déjà expliqué plein de fois, cette approche est indépendante du gène responsable dans la maladie. Alors, SPVN6, il a déjà été étudié chez l'animal, notamment chez les primates, sur lesquels on a injecté le produit à des doses croissantes dans l'œil, mais les primates n'étaient pas malades. Donc, c'était une étude de tolérabilité et de toxicité pour voir si le produit était toxique, pour voir si dans des rétines saines de primates, le produit avait des effets délétères. Et donc cette étude nous a permis aussi de déterminer quelle serait la dose maximale que l'on pourrait ensuite tester chez l'homme, chez l'humain, chez le patient. Et d'autres études, cette fois-ci en modèle murin, donc chez la souris, c'était des modèles animaux donc de souris qui, elles, exprimaient une pathologie très proche de la rétinite pigmentaire, donc leur rétine est dégénérée. Et l'injection de la thérapie génique chez ces souris a montré un ralentissement de la perte de vision chez la souris. Donc ça a permis de faire ce qu'on appelle une preuve de concept de la thérapie, de l'approche thérapeutique qu'on avait dans un modèle animal de la maladie. Et donc, à l'heure actuelle, je suis ravie de vous annoncer que nous sommes enfin à l'étape des essais cliniques pour cette thérapie génique. Et je vais vous présenter donc le premier essai clinique pour cette thérapie SPVN 06. Donc c'est le premier essai clinique chez l'humain de cette thérapie RDCVF, RDCVFL. C'est un essai clinique de phase 1-2 dont l'objectif principal est de s'assurer de la sécurité et de la tolérance du médicament. Donc, les patients qui vont être inclus dans cette étude qui s'appelle PRODIGY recevront une seule injection sous-rétinienne dans leur œil le plus affecté. Donc effectivement, on voit que l'approche, c'est surtout de voir si le traitement n'est pas délétère pour le patient. Donc c'est pour ça qu'on traite le moins bon œil
pour ne pas que le patient prenne trop de risques. Cet essai clinique Prodigy va inclure un total de 33 patients qui seront tous à un stade avancé de la maladie, encore une fois, pour éviter les pertes de chance pour ces patients. Alors, cet essai clinique, même si la thérapie génique est indépendante du gène causant la maladie, l'essai clinique, à l'heure actuelle, n'inclut que des patients qui ont des mutations dans un des 3 gènes suivants, le gène de la rhodopsine, le fameux gène RHO, ou le gène PDE6A ou PDE6B. Et la raison principale pour laquelle, effectivement, on n'a pas été autorisé à ouvrir un essai clinique qui soit indépendant avec des patients qui aient des mutations dans n'importe quel gène, c'est pour pouvoir déjà, on avait fait la preuve de concept dans des modèles animaux qui étaient porteurs de mutations dans ces gènes-là. Donc effectivement, on savait que pour ces gènes-là, c'était, en français on dit safe, c'était relativement bien toléré. Donc c'est effectivement une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu faire un premier essai clinique chez l'humain, quel que soit le variant génétique des patients. Alors, l'essai clinique Prodigy, il comprend 2 phases. Une première phase qu'on appelle escalade de dose, qui sera réalisée chez des patients avec une RCD, une dystrophie Rod-Cone sévère. Et donc, cette première phase d'escalade de dose sera composée de 3 cohortes, chacune de 3 patients, qui seront traités à des doses croissante. Donc la première cohorte de 3 patients va être traitée à une dose basse, puis effectivement si le traitement s'avère être suffisamment bien toléré, alors on va inclure 3 autres patients qui eux seront traités à une dose intermédiaire, puis enfin si cette dose est tolérée, 3 autres patients à une dose dite plus haute. Et donc, l'évaluation de la sécurité et de la tolérance de chacune de ces 3 doses sera effectuée par un comité d'experts indépendant. Et la deuxième partie de cette étude, l'extension de cette étude, sera faite chez des patients avec une RP intermédiaire, donc un peu moins affectés. Cette fois-ci, ce seront 3 cohortes de patients qui seront inclus en parallèle, donc pas de façon séquentielle. Et la répartition des patients dans chacune de ces 3 cohortes sera faite de façon aléatoire. C'est la randomisation on appelle ça de la randomisation de patients, pour ne pas induire de biais dans la sélection des patients dans chacune de ces branches de l'étude clinique. Il faut que ce soit fait de façon aléatoire. Donc, cette extension comportera 3 cohortes, comme je l'ai dit, dont une qui ne recevra pas de traitement, ce sera une cohorte dite naïve ou contrôle, qui servira de contrôle, et 2 autres cohortes qui seront traitées cette fois-ci avec des doses qui auront été déterminées par rapport aux 3 doses qui auront été testées dans la première phase de l'étude. Donc ça, ce sera aussi déterminé par le comité d'experts indépendants. Et donc, à l'heure actuelle, l'essai clinique Prodigy est ouvert. Nous avons reçu des approbations réglementaires en France et aux États-Unis. Et voilà, donc ce que je voulais aussi vous dire, c'est que en tant que représentant du sponsor de l'étude, je ne peux pas, moi, directement vous donner des informations sur l'étude. Par contre, il y a effectivement des ressources en ligne qui décrivent un peu plus cet essai clinique. Donc, notamment, je vous invite à aller visiter donc, la page web sur clinicaltrials.gov. Vous pouvez juste rentrer le nom de l'étude qui s'appelle Prodigy avec 2 Y. Pour en savoir plus, notamment pour avoir le nom des contacts du centre français. J'ai vu, le professeur Odo est ici et elle est l'investigatrice principale de l'essai clinique en France. Donc voilà, je vous invite à aller lui parler si vous avez des questions concernant votre participation à l'étude. Voilà. Je vous remercie. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet quand même
est-ce que vous allez déterminer dans l'étude à quel bon moment on pourra, dans le futur, avoir l'injection? C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est le momentum, ça sera lequel? Le timing de l'administration, effectivement. À l'heure actuelle, effectivement, comme je le disais, c'est une phase 1-2, donc on ne s'est pas encore assuré de la bonne tolérabilité du médicament. Et c'est pour ça qu'on traite les patients à un stade très avancé. Dans les essais cliniques suivants, effectivement, je pense qu'on pourra étendre à des patients moins affectés pour voir si effectivement la prise en charge plus tôt permet une meilleure protection des cônes, mais pas dans ces essais cliniques, effectivement. Il y aura certainement une comparaison qui sera faite, et encore avec beaucoup de biais méthodologiques, entre la phase 1, qui sont des sujets plus avancés, et la phase 2, qui sont des sujets un petit peu moins avancés. Mais je ne pense pas qu'on pourra vraiment déterminer si une fenêtre d'administration précise, en tout cas pas à ce stade-là du développement clinique. Il y avait une autre question. Il y avait une date de début de l'essai clinique? Alors, l'essai clinique est ouvert en France. Nous avons reçu donc les approbations, et donc c'est pour ça. Si vous avez plus de questions, Isabelle pourra y répondre, je pense. Il y a les premières injections déjà eues? Oui. Donc, je tiens quand même à souligner, c'est quand même là on voit quand même que les choses progressent pour la rétinopathie pigmentaire, puisque c'est vraiment un essai thérapeutique pour essayer de prévenir la dégénérescence des photorécepteurs à cônes. Donc c'est quand même... Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment sont choisis les patients, si c'est vous qui les choisissez Alors non, nous, Non. le sponsor, on est absolument pas autorisé à interagir avec les patients, justement, parce qu'en France, il y a des lois très strictes sur la protection des patients et sur la non-publicité pour les essais cliniques. Et donc, il y a des critères, effectivement, parce que, étant donné que c'est un protocole de recherche, il faut caractériser les patients qui sont inclus dans l'étude de la façon la plus formelle qui soit. Et donc, effectivement, il y a des critères d'inclusion, on va dire, des patients. Et c'est l'investigateur principal de l'étude qui est en charge d'évaluer ces critères d'inclusion et qui, donc, lui ou elle, prend la décision d'inclure les patients. D'accord. Puis moi, je tenais simplement aussi à dire une information importante, que chaque personne devrait connaître sa mutation de gène. Oui. Et je pense que c'est aussi important pour vous, pour la recherche. Oui, complètement. Voilà, parce qu'on ne dit pas précisément de le faire, mais... Oui, parce qu'il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle, donc on se dit à quoi bon. Mais effectivement, c'est crucial pour nous, parce que, étant donné que la maladie peut être causée par un nombre important de gènes différents, les approches thérapeutiques seront certainement multiples en fonction de la cause génétique de la maladie. D'accord. Ok, je vous remercie. Merci. Comment savoir à quel stade on est? Alors, effectivement, ce sont des critères médicaux que l'investigateur principal de l'étude mesurera et effectivement évaluera. Donc, effectivement, c'est tout un aspect médical pour lequel le sponsor de l'étude n'est pas autorisé à intervenir. Voilà, c'est vraiment le médecin qui est en charge de ça. Oui, exactement. Il y a des questions pour là-bas. Alors, pas à l'heure actuelle. C'est pas encore le premier groupe n'a pas encore été traité, mais il y a eu une première injection. Oui. Un premier patient. Voilà. Je ne veux pas trop en parler, donc je suis un peu mal à l'aise. Oui, là vous avez un accord pour 3 gènes, là pour l'instant. Oui. Quand est-ce que vous aurez un accord éventuellement pour les autres gènes que... Eh bien, ça dépendra très probablement des résultats de cette première étude. Et ça dépendra aussi de ce que les autorités réglementaires nous autorisent à faire. Elles sont en charge de s'assurer que, on a mis un cadre, des limites à la recherche clinique, parce que ça implique des vies quand même. Et donc, c'est eux qui donnent l'autorisation de dire, bon, écoutez, vous avez fait
alors là je me projette, hein, vous auriez fait la preuve de l'innocuité de la thérapie chez des patients qui peuvent avoir des mutations dans 3 gènes différents, on estime que c'est un échantillon suffisamment suffisant pour dire, écoutez, le prochain essai clinique que vous faites, vous pouvez l'ouvrir à tous les patients. Tous les autres gènes. Voilà. Donc nous, c'est effectivement ce qu'on espère, mais on ne sait pas si les autorités réglementaires l'autoriseront. D'accord. Ok, Voilà. merci. Pardon ? Oui. Oui. Exactement. C'était la question. Exactement. C'est effectivement une approche thérapeutique qui, étant donné qu'elle n'est pas restaurative, qu'elle ne va pas apporter un gain de vision, va être difficile à évaluer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne veux pas vous mentir. Mais elle a des avantages. Encore une fois, elle ne cible pas un échantillon de patients précis, c'est-à-dire que, encore une fois, quel que soit le variant en causant la maladie, on pourrait prétendre à la thérapie une fois qu'elle sera approuvée. Et puis, en plus de ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle serait, alors là, je m'avance peut-être un peu, mais potentiellement compatible avec d'autres thérapies, puisqu'elle pourrait être, voilà, voilà, exactement, en addition d'une autre thérapie, une sorte de protection comme ça des cônes. Pardon ? Alors, on ne peut pas le dire à l'heure actuelle, parce qu'on est encore vraiment au tout début du développement de la maladie, mais effectivement, l'approche n'est pas incompatible avec d'autres approches. Voilà. Bonjour. J'aimerais savoir si dans le... Je ne vois pas. Oui ? Juste par là ? Un chiffrage de, pardon ? Oui. Ah, c'est une très bonne question. Malheureusement, je suis pas experte en ça. Donc, Sparing Vision, à l'heure actuelle, donc nous sommes une start-up, hein, donc on n'a pas de revenus puisqu'on n'a rien sur le marché, on n'a pas de médicaments sur le marché. On a des financements privés, un peu publics aussi. Et donc, alors là, je vous invite peut-être à consulter notre site web, parce que je pense qu'il y a plus de détails sur les financements et aussi les partenaires financiers de Sparing Vision. Mais on est une société privée, hein. Pas cotée en bourse, mais privée. Alors, bonjour. J'aimerais savoir si dans un futur proche, est-ce qu'on pourrait envisager que ces essais thérapeutiques soient étendus au RP Conrod ? Ah, alors, effectivement, oui, c'est une très bonne question. Encore une fois, l'objectif de cette thérapie, c'est de prolonger la survie des cônes. Donc, effectivement, ça ne me paraît pas incompatible non plus avec les dystrophies qui affectent d'abord les cônes. Maintenant, il faut voir que donc, la thérapie SPVN6, elle n'empêchera pas la progression de la maladie, on espère qu'elle la ralentira. Dans les dystrophies Cone-Rod, puisque les cônes seraient affectés par un variant génétique délétère, je pense que peut-être la magnitude de ce qu'on peut espérer protéger avec donc, le mécanisme RDCVF et RDCVFL, je ne sais pas s'il sera en mesure de contrebalancer l'effet délétère du variant génétique qui affecte directement les cônes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les cônes sont déjà... Voilà, leur fonctionnement serait déjà affecté par une mutation génétique. Alors, avec RDCVF et RDCVFL, on pourrait peut-être les aider un petit peu à continuer à fonctionner, mais je ne sais pas si ce serait suffisant pour contrebalancer l'effet délétère du variant génétique. Donc, là, je suppute, hein, c'est vraiment... Okay. Merci. Merci. On va peut-être passer quand même, merci, parce merci qu'on prend tous. beaucoup de retard. Merci beaucoup, Laure.